Merci beaucoup Louis, merci pour l'invitation aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être là, ça me fait plaisir de vous parler de ce sujet qui est le lien entre la finance et le climat. C'est pas forcément intuitif, mais le but c'est que d'ici 2 heures vous compreniez pourquoi. Alors juste je vais vous dire d'où je parle, qui je suis. En fait moi je suis responsable de plaidoyer et campagne pour une ONG qui s'appelle Oxfam France. Oxfam France est membre d'une confédération qui s'appelle Oxfam, et en fait c'est une ONG internationale humanitaire qui existe depuis les années 30 et qui a pour but de lutter contre la pauvreté dans le monde. Et donc historiquement, Oxfam c'est surtout une ONG humanitaire qui va répondre à des besoins, notamment dans les pays en voie de développement, dans les pays du Sud, sur des besoins essentiels, l'accès à l'eau, ou apporter des vivres, etc. Donc du travail humanitaire classique. Mais pourquoi, du coup, on travaille sur la finance et le climat? En fait, Oxfam, comme beaucoup d'ONG qui travaillaient sur les enjeux humanitaires, dans les années 90 et 2000, ont un peu changé, ont développé leurs activités en se disant, bon, on en a un peu marre de travailler que sur les conséquences de la pauvreté, il faut qu'on s'attaque aux causes profondes de la pauvreté. Et les causes profondes de la pauvreté, ce sont notamment les politiques menées par les décideurs politiques des pays du Nord, par les multinationales, etc. Donc le mandat d'Oxfam, vraiment le but d'Oxfam, c'est d'aller à la racine profonde des causes des inégalités, de la pauvreté et également du changement climatique, parce que le changement climatique est une grande cause de notre siècle et alimente beaucoup les inégalités et également la pauvreté, on va en parler. Et donc moi, je suis responsable de plaidoyer et campagne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui est responsable de plaidoyer, chargé de plaidoyer. Quelqu'un qui sait ou pas? Non, bah tant mieux, très bien, je ne suis pas venu pour rien. En fait, plaidoyer, ça veut dire défendre une cause. Et en fait, mon travail, c'est je suis un peu comme un lobbyiste, si vous voulez. Mais mon travail, ça va être de défendre la lutte contre les inégalités, la lutte contre le réchauffement climatique auprès des décideurs économiques et politiques. Mais je ne suis pas vraiment lobbyiste. Pour vous mettre en jambe un peu et pour que vous compreniez, le but, c'est pas que je parle pendant 2 heures non plus. Hein, je vais vous faire un peu interagir quand même, parce que sinon vous allez vous endormir. Est-ce que vous pouvez prendre 30 secondes, vous vous mettez avec votre voisin de droite ou de gauche, vous mettez par 2, et je vous donne 30 secondes pour faire... vous connaissez pierre, feuille, papier, ciseaux? Shifumi, quoi. Vous connaissez? Pas besoin de vous expliquer. Je vous donne 30 secondes pour faire le maximum de points avec votre voisin de droite ou de gauche. OK? 3, 2, 1, c'est parti. OK, c'est bon? OK. Il y a de la compète, là, il y a de la compète partout. OK, maintenant, je voudrais que vous additionnez les points de l'un et de l'autre. OK? OK, alors qui a fait, quand on additionne les points, qui a fait moins de 5 points? OK, moins de 10 points, enfin moins de 10. OK, moins de 20, moins de 30. Est-ce qu'il y en a qui ont fait plus de 50? C'est pas possible. C'était quoi ma consigne? Exactement, le plus de points en 30 secondes. Et je vous ai pas dit, est-ce que l'un doit battre l'autre? Je vous ai pas dit, il y en a un qui doit faire le plus de points que l'autre. J'ai dit, vous devez faire le plus de points en 30 secondes. En gros, l'idée, c'était de se dire, en fait, il fallait que vous coopériez et vous disiez à l'un ou l'autre, essaye de, enfin, je te laisse gagner et on fait le plus de points. En fait, c'était possible de faire plus de 100 points largement ensemble. La morale de l'histoire, Jean de La Fontaine, c'est de dire que, en fait, si vous coopérez, vous pouvez faire beaucoup plus de points que dans un cadre de compétition. Pourquoi je vous parle de ça? C'est quoi le lien avec tout ça? C'est juste que, en fait, un responsable de plaidoyer, le plaidoyer, la différence entre le plaidoyer et le lobbying, c'est que le plaidoyer va défendre une cause. C'est-à-dire que ce que je défends auprès des décideurs politiques, la pression que je vais mettre auprès des députés, des ministres, des grandes entreprises, a pour but l'intérêt général, n'a pas pour but mon intérêt personnel. Là où le lobby des grandes entreprises, ils vont aller rencontrer des députés, des ministres, etc., pour défendre leur intérêt particulier, l'intérêt de leurs entreprises. C'est pas forcément négatif, le lobby, ça fait partie de la démocratie, mais c'est juste pour voir la différence entre les deux. Et donc, en fait, toutes les ONG, donc
Greenpeace, le Secours catholique, le WWF, des ONG que vous devez connaître comme ça, ils ont tous des responsables de plaidoyer et de campagne qui ont pour but de sensibiliser les décideurs politiques. Donc ils vont aller les voir, comme moi, on va voir les députés, les ministres, et on va leur demander de mettre en place des lois pour la transition écologique et sociale, de réguler les entreprises, etc. Et donc moi en particulier, mon but, c'est que les multinationales, y compris les banques et le secteur financier, puissent être au service de la transition écologique et sociale. Alors, on parle évidemment de la finance et du climat. Juste avant de faire le lien entre les deux, on va juste faire un petit constat sur le changement climatique, ce défi de notre siècle dont vous avez dû entendre parler. Juste pour voir à peu près si, pour vous, quelle est la phrase qui vous correspond le plus. C'est un peu dans l'ordre. Est-ce que, vous dites, le changement climatique, ouais, c'est mais un peu indifférent. 2, je comprends comment fonctionne le changement climatique, j'en ai déjà entendu parler, je me suis renseigné. 3, je comprends comment ça fonctionne et je commence déjà à changer mes pratiques. Donc par exemple, Louis, il disait qu'il prenait plus, il est devenu végétarien, c'est ça, que tu as changé tes modes de transport, etc. Et 4, je connais l'impact des banques et de mon argent sur le climat. Ceux qui sont plutôt dans le 1, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Ceux qui sont dans le 2, ok. Dans le 3, ok. Et dans le 4, ok. Cool. Parfait. Au moins, il n'y a personne d'indifférent au changement climatique. Je vais faire du coup, je pense que vous allez assez tous se renseigner sur le changement climatique et ce que c'est. Vous entendez sûrement beaucoup parler dans les médias, mais juste, on va vraiment prendre 5 minutes au début juste pour remettre quelques bases du défi qui nous attend. Ça, c'est la situation de la part de la population à risque par les vagues de chaleur. Donc là, cet été, par exemple, on a subi des vagues de chaleur. Il y avait qui ont contribué à des feux de forêt, à des périodes de sécheresse, etc. En France. C'était assez marqué, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup expérimenté. Mais ça, c'est la situation à l'heure actuelle. Donc on voit le niveau de risque. Et ça, c'est la situation en 2050 si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on ne change pas la courbe des émissions. Ça, c'est juste sur la situation de sécheresse, mais il y a évidemment des situations de montée des eaux, il y a évidemment des conséquences dans l'augmentation des feux de forêt, de la fonte des glaciers, bref, il y a plein de conséquences dont vous entendez beaucoup parler, et d'où la nécessité d'une urgence et de réagir face à ça. Il y a une autre chose par rapport au changement climatique, donc le but, c'est pas de parler que du changement climatique, mais c'est juste de voir aussi que la situation du changement climatique est très inégalitaire. Sur la carte du haut, on voit les pays qui ont plus émis de CO2 dans l'histoire, qui ont plus contribué au changement climatique par les émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sont les gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Et en dessous, ce sont les pays qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Donc là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler, au Pakistan, il y a eu des inondations monstrueuses dans près un tiers du pays qui ont eu des conséquences absolument dramatiques sur la population, sur les productions agricoles, etc. Il y en a eu aussi au Nigeria il n'y a pas longtemps. Et on voit donc qu'en fait, ce sont les pays qui ont le moins émis de CO2 qui subissent le plus les conséquences du changement climatique. Donc en fait, le changement climatique est une situation aussi d'injustice qu'il faut résoudre. Donc, je vous ai dit, nous, le rôle de Choc-Somme, c'est d'aller à la racine des problèmes. Donc là, c'est le constat, on a envie, c'est une révolte, on a envie de changer cette situation. C'est quoi la racine du problème du changement climatique? Ce sont l'utilisation des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz et le charbon. Le pétrole, le gaz et le charbon, quand ça brûle, ça émet du CO2 et ça va contribuer au réchauffement climatique. 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues à la combustion des énergies fossiles. Est-ce que vous savez c'est quoi le tiers restant? Agriculture, ouais. Autre chose? Ouais, il y a l'industrie autre que l'industrie fossile. Internet, c'est ça? Ouais, il y a une petite partie aussi. Les banques, ouais. Perspicace. On va en parler, effectivement. Ouais, c'est à peu près ça. C'est tout ce que vous avez cité, en plus.
Donc ça, c'est juste au niveau mondial. Maintenant, une petite question. Est-ce que vous savez qui pollue le plus en France? Pas par secteur d'activité, mais quels acteurs polluent le plus en France? Donc émet le plus de CO2. J'ai pas entendu. Ok. Allez-y, allez-y. Hein. Les plus riches? C'est qui les plus riches? Les 1% les plus riches? Alors là, je veux vraiment des individus. Donc tu penses à Bernard Arnault, Vincent Bolloré, tout ça, tout ça. D'accord, ok. Donc tu penses que Vincent Bolloré est la personne qui... L'acteur, pas forcément qu'une personne, qui va mettre... Ouais, un acteur... Donc tu dis quoi? Ok. Mais tu triches. Total Énergie. BNP Paribas. Non, dans les trucs polluants, il n'y a rien qui vous vient en tête? Air France. Vas-y. EDF. Les transports. Mais du coup, c'est quel acteur? Tu penses à quel acteur? Quoi? Ouais, ça, ouais, mais ça, c'est le secteur ouais, c'est ça. C'est le secteur d'activité, mais moi, je pensais plus à des acteurs en particulier. Là, par exemple, il y a Air France ou on peut dire Renault, Peugeot. Macron. Euh, non. Tu penses que Macron il a une empreinte carbone supérieure à Total Energy? Ah ouais? Ok. Ok, je vais te répondre sur ça après, intéressant. Non? Vas-y. CMA-CGM, ouais, pas mal. Vous connaissez CMA-CGM ou pas? Tu veux expliquer, tu sais qui c'est? Ouais, de marchandises. Et ça, effectivement, CMA-CGM, le transport de marchandises, ça émet beaucoup de CO2 parce que c'est dans des gros bateaux qui utilisent du gaz en particulier et qui se déplacent sur la planète avec plein de conteneurs dessus, donc ça émet pas mal de CO2. Alors juste sur les individus, je vais vous répondre, je vais vous dire c'est quoi la réponse. Mais sur les individus, donc si on prend les milliardaires ou Emmanuel Macron, alors un milliardaire, bon, Emmanuel Macron émet bien moins de CO2 qu'un milliardaire. Effectivement, il utilise l'avion, mais c'est une empreinte carbone de consommation individuelle. C'est pas parce qu'il prend l'avion régulièrement que c'est, enfin, son empreinte est bien supérieure à la nôtre, mais elle est bien moindre par rapport à une énorme entreprise qui va contribuer au réchauffement climatique. Et donc, et pour les milliardaires, c'est pareil. Ils ont un mode de consommation et de vie qui est très important, mais ils vont, en moyenne, un milliardaire, il va émettre 2000 tonnes de CO2 par an. Donc, retenez le chiffre, 2000 tonnes de CO2 par an. Là, je vais vous montrer qui pollue le plus en France. Donc, ce sont avant tout les entreprises. C'est logique. Mais qui, en haut des entreprises? 3 banques. Là, on revient un peu sur le sujet du jour. Alors, on va juste comparer entre Bernard Arnault, par exemple, et BNP Paribas. BNP Paribas, c'est 1,2 milliard de tonnes de CO2. Arnault, on a dit que c'était 2000, hein, on est bien loin. Macron, ça doit être moins, hein, enfin, on est bien loin. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément intuitif. On pense effectivement en général que les entreprises qui polluent le plus, ça va être Air France, ça va être les Renault, ça va être la CMA-CGM, ça va être Total Energy. Et en fait, sur le podium des entreprises les plus polluantes, il y a 3 banques qui émettent beaucoup de CO2. La France tout entière, pour vous donner un ordre d'idée et comparer, la France tout entière, donc nous tous en fait, c'est 450 millions de tonnes de CO2. Donc c'est-à-dire que si la France elle est dans ce classement, elle est 5e. Autrement dit, ça veut dire que BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Total Energy émettent plus de CO2 chacune que la France entière. Donc là, vous vous rendez compte vraiment de l'impact climatique des banques et du secteur sur l'environnement. Alors évidemment, Total, c'est logique, parce que Total est un producteur d'énergie fossile. Il extrait du pétrole, du gaz, pas de charbon, du pétrole et du gaz surtout. Et comme on l'a dit, le pétrole et le gaz, c'est ce qui est responsable le plus des émissions de gaz à effet de serre. Mais les banques, pourquoi? C'est pas logique. Est-ce que vous avez une idée, là, comme ça? Pourquoi, en fait, les banques sont aussi polluantes? Dans des quoi? C'est quoi des secteurs tiers?
Enfin, ok, mais tu penses à quoi? Tu pourras dire tout à l'heure. Pas d'idée? Ouais, vas-y. Exactement. Donc par exemple, elles vont financer Total. Mais du coup, c'est Total qui émet du CO2, c'est pas la banque. Je challenge. Hein. Allez, d'autres idées ou pas? En fait, le lien entre la finance et le climat, c'est qu'il y a des entreprises qui émettent beaucoup de CO2. Donc on en a parlé avant. EDF revient, des choses comme ça. On a parlé tout à l'heure. Les entreprises du ciment aussi sont des entreprises très émettrices de gaz à effet de serre ou de l'acier, pour information. Et derrière, il y a des banques qui les soutiennent. Donc, notamment, là, c'est les 4 plus grosses banques françaises. Il y a BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, dont LCL est la filiale, et Banque Populaire Caisse d'Épargne, avec Natixis, qui est leur filiale d'investissement. Et donc, en fait, à chaque fois qu'une banque va prêter ou investir dans une entreprise, il y a une petite partie des émissions de l'entreprise en question qui va être attribuée à la banque. Et en fait, les banques, elles gèrent tellement d'argent, elles financent tellement l'économie, que puisqu'elles injectent des milliards d'euros, en fait, toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont petit à petit attribuées à la banque, tout ça mis bout à bout, ça fait des empreintes carbone qui sont absolument considérables. Les banques, elles prêtent aussi aux particuliers, elles prêtent à nous. On peut faire un emprunt à la banque pour acheter un bien immobilier. Mais c'est que 1% des émissions de la banque. C'est très peu, les émissions aux particuliers. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux prêts aux particuliers. Il y a aussi une partie, c'est 20% liées aux États, parce qu'ils achètent, par exemple, les acteurs financiers achètent beaucoup d'obligations d'État sur les marchés financiers. Donc c'est-à-dire que, je pense que vous maîtrisez, mais au cas où, mais c'est que la France, pour s'endetter et pour emprunter, va émettre des obligations sur les marchés financiers. Et ces obligations vont être achetées par les investisseurs, dont les banques. C'est que 20%. En fait, 80%, la plus grosse part du gâteau, c'est l'empreinte carbone des banques, c'est lié à leurs investissements et à leur financement dans les énergies fossiles. Dans les entreprises polluantes. Je suis allé un peu trop vite. Et donc, là-dessus, il y a 2 leviers. En fait, on va parler de financement et d'investissement. Là, c'est hyper important. Surtout pour votre cours. Qu'est-ce qu'on entend par financement? Est-ce que vous voyez la différence entre financement et investissement? Allez, tentez. Ouais, vas-y. Ouais. Quand tu prêtes de l'argent, c'est quoi? Et investir, c'est quoi alors? En fait, il y a différentes façons par laquelle une banque va financer une entreprise. Elle peut faire un prêt, ce qu'on appelle un prêt bilatéral. Donc BNP fait un prêt à Total. Mais une banque peut aussi faire ce qu'on appelle un financement de projet. Vous savez ce que c'est ou pas? Vous avez déjà entendu parler de ça? En fait, un financement de... Ouais, ça vous parle ou pas? Non, je crois pas. Ok. Non. Un financement de projet, c'est BNP qui ne va pas faire un prêt à Total, il va faire un prêt à l'extraction à l'usine de Total d'extraction de pétrole de schiste au Texas, Atlanta, Texas. C'est vraiment un projet particulier. Et donc ça, c'est encore ces 2 leviers. Et il y a encore un 3e levier de financement qui est ce qu'on appelle l'underwriting. En gros, c'est l'émission de nouvelles actions ou d'obligations sur les marchés financiers. C'est-à-dire que les banques, toutes les actions et les obligations qu'il y a sur les marchés financiers, en fait, quand je suis Total et que je veux trouver de nouvelles sources de financement, je peux émettre des obligations sur les marchés financiers. Mais qui va faire la passerelle entre moi, Total, et les marchés financiers? Ça va être le rôle des banques. Et en gros, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aider Total à émettre ces actions et ces nouvelles actions et ces nouvelles obligations sur les marchés financiers. En fait, ça va se passer en 2-3 jours. Donc c'est très court. C'est-à-dire que Total va dire « Ok, moi je veux émettre, je sais pas, 1 milliard d'obligations sur le marché ». BNP va dire « Ok,
il va prendre les obligations de Total, il va aller sur le marché financier, il va dire hop, j'ai 1 milliard d'actions, d'obligations à vendre de Total, qui va acheter? Hop, en 3 jours, c'est réglé, ils les ont vendus. C'est juste 3 jours, mais c'est hyper important, parce qu'en fait, quand la banque fait ça, elle contribue directement au financement de l'entreprise derrière. Et en plus, c'est de l'argent frais. Alors qu'il y a une autre partie qui est l'investissement. Donc là, on a parlé partie côté financement, mais il y a la partie investissement, qui est donc d'acheter des actions et des obligations sur les marchés financiers. Et ça, c'est j'achète, je revends, vous voyez, c'est le jeu de la bourse, etc. Donc, et ça, les banques le font aussi, parce qu'elles ont des filiales, ce qu'on appelle les filiales de gestion d'actifs. Donc, vous les connaissez à peu près ou pas? Ça vous dit quelque chose, les gestionnaires d'actifs ou pas? Non? Ok. Amundi, ça vous dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui connaît Amundi? Ok, alors c'est hyper important que vous connaissiez Amundi, parce que Crédit Agricole, vous connaissez par contre. Ouais. Et en fait, Amundi, c'est le gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire celui qui gère l'investissement de Crédit Agricole. Et Amundi, en gros, c'est des gens qui achètent et vendent des actions et des obligations sur les marchés financiers. Et Amundi, il gère 2000 milliards d'euros par an. 2000 milliards d'euros, ça ne veut dire rien, c'est un truc, ah ouais, c'est beaucoup d'argent. 2000 milliards d'euros par an, c'est le PIB de la France. C'est pour vous dire l'ampleur de la capacité et de l'argent que gèrent ces investisseurs. C'est-à-dire que derrière Crédit Agricole, qui a l'air d'être une banque, oh, Crédit Agricole, c'est mignon, ils financent l'agriculture, etc. En fait, ils ont 2000 milliards d'argent qu'ils gèrent sur les marchés financiers. C'est absolument considérable. Et donc, ils vont investir là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires d'actifs. Donc BNP Paribas, c'est BNP Paribas Asset Management. Asset Management, c'est gestionnaire d'actifs en anglais. Société Générale, c'est pareil. Et pour Banque Populaire, Caisse d'Épargne, je crois que je l'ai dit juste avant, c'est Natixis. Bref, tout ça pour dire financement et investissement. Et en particulier, une grosse partie, après, donc on a dit, ça va être les prêts. Donc on a dit les banques, elles font surtout des prêts et investissent dans des entreprises qui vont être très polluantes. Ça ne va pas être les PME qui vont polluer, c'est surtout les grosses multinationales qu'on a vues tout à l'heure. Mais derrière, il y a surtout des entreprises qui vont émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre, qui sont celles dans le secteur des énergies fossiles. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est pétrole, gaz et charbon qui émettent le plus de CO2. Et en fait, le développement des énergies fossiles, c'est le numéro 1 du climat. C'est-à-dire que c'est hyper important de comprendre qu'à l'heure actuelle, on a besoin d'énergie fossile pour faire fonctionner l'économie. Pour utiliser une voiture, on a besoin de pétrole. Pour, je sais pas, ça doit être en plastique un peu, on a besoin de pétrole. Pour vos ordinateurs, pour tout. Enfin, on a encore besoin des énergies fossiles. On dit qu'on doit transitionner, la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on doit progressivement aller d'énergies fossiles qui sont des énergies dont on a besoin pour beaucoup de choses dans l'économie, à des énergies plutôt renouvelables ou bas carbone comme le nucléaire. Je ne vais pas lancer le débat renouvelable ou nucléaire. Mais la priorité absolue et numéro 1, c'est d'arrêter d'utiliser de nouveaux développements d'énergie fossile. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire des nouveaux puits de pétrole, des nouveaux puits de gaz, si vous voulez, et d'extraire tout ça dans le sol. C'est plus possible. Tout ce qui est pétrole et gaz doit rester dans le sol. Donc, on peut continuer à utiliser les usines à l'heure actuelle et les puits qu'on a commencé à faire, mais on ne peut pas en faire de nouveaux. Je vais revenir là-dessus après. Et donc, en fait, les banques françaises, elles financent massivement les entreprises actives dans le pétrole, les gaz et charbon. Juste pour vous donner un chiffre, par exemple, là, c'était pendant la période du Covid, des confinements, etc. En 1 an et 3 mois, elles ont injecté 100 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Et en fait, c'est surtout ça qui est responsable de l'empreinte carbone des banques. Donc tout à l'heure, on a vu, par exemple, c'est environ 1 milliard de tonnes de CO2, l'empreinte carbone de BNP Paribas. Si BNP Paribas, du jour au lendemain, elle arrête de financer le secteur des énergies fossiles, elle réduit de moitié. C'est-à-dire qu'elle passe à 500 millions de tonnes. Donc c'est vraiment le secteur prioritaire. C'est vraiment les énergies fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. Et lorsque les banques françaises continuent de financer le développement des énergies fossiles, c'est extrêmement problématique. À nouveau, le problème, c'est pas de financer Total. Si Total dit, nous, à partir de maintenant, on va investir que dans les énergies renouvelables. Le problème, c'est de financer Total qui va continuer à ouvrir des nouveaux champs de pétrole et de gaz. Je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, le souci, c'est ce que j'ai dit, c'est que tout nouveau champ de pétrole, de gaz ou de charbon sont incompatibles avec le scénario de réchauffement de 1,5 degré. Donc,
changement climatique, etc., le but du changement climatique, c'est de ne pas réchauffer trop la planète et donc de ne pas aller au-delà d'une température de 1,5 degré. À l'heure actuelle, on est environ à 1,2 degré. On est assez proche du seuil. Pour certains, on va le dépasser en 2030, d'autres 2040. On ne sait pas trop encore, les scientifiques débattent. Mais l'approche de passer 1,5 degré est proche. Mais surtout, ce qui est important, c'est que plus on va contribuer à émettre du CO2, plus on va réchauffer la planète, plus les conséquences du réchauffement climatique, inondations, feux de forêt, etc., se font de plus en plus présentes. Et donc, on doit absolument inverser la courbe des émissions, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour cela, en fait, à chaque fois qu'on va faire un nouveau champ de pétrole, comme un champ de pétrole, quand on va puiser le pétrole ou le gaz, ça va émettre du CO2 pendant 30-40 ans derrière, en fait. On va puiser du CO2, on va puiser du pétrole ou du gaz pendant 30-40 ans, qu'on va mettre dans des voitures, qu'on va mettre dans des usines, qu'on va faire brûler, qui vont émettre du CO2. Donc plus on va faire de nouveaux champs de pétrole, plus ça va contribuer à émettre des émissions de gaz à effet de serre au-delà du seuil et du budget carbone que nous avons. L'Agence internationale de l'énergie, c'est une agence un peu référente dans le monde, c'est un peu l'ONU de l'énergie, si vous voulez. Les Nations Unies de l'énergie, qui disent très clairement toute nouvelle ressource d'énergie fossile est incompatible avec un scénario 1,5 degré. C'est vraiment la référence. Et Antonio Guterres, vous le connaissez ou pas? Vous savez qui c'est? C'est le secrétaire... Ouais, c'est ça, secrétaire général des Nations Unies. Il le dit lui aussi très clairement. Donc il y a un consensus, en gros tout ça pour vous dire qu'il y a un consensus général pour dire qu'il ne faut plus de nouveaux puits de pétrole et de gaz. À nouveau, on peut avoir du pétrole, on peut utiliser du pétrole dans les puits qu'on a à l'heure actuelle qui sont ouverts. Parce qu'on en a encore besoin pour nos voitures pendant 10-20 ans. Mais on va avoir besoin de transitionner. C'est pour ça que dès maintenant, on doit investir dans les énergies renouvelables, etc. Et c'est là où la finance a un rôle très important. Parce que vous comprenez que la transition écologique, la transition énergétique, c'est quelque chose qui se joue c'est une transition sur le temps long, ou sur le temps moyen long à voir. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, quand on investit, quand on finance de nouveaux projets de pétrole et de gaz, en fait, c'est des projets qui vont durer 30-40 ans. Mais si on investit cet argent aujourd'hui dans des projets d'énergie renouvelable, dans des panneaux solaires, dans de l'éolien, etc., en fait, ça veut dire que dans 10-20 ans, on aura beaucoup plus d'éoliennes, on aura beaucoup plus de panneaux solaires qui nous permettront de répondre à nos besoins d'énergie. Et donc, c'est là où c'est hyper important de comprendre, c'est pour ça que les banques ont un rôle fondamental à jouer, c'est que la finance d'aujourd'hui, elle façonne le monde de demain. Et qu'il est absolument fondamental que tout ce qui se passe dans la finance d'aujourd'hui, tout ce dans quoi les banques investissent aujourd'hui, ça va déterminer à quoi ressemble notre monde de demain. Est-ce que demain, vous voulez plus de pétrole, de gaz ou de charbon, ou est-ce que vous préférez plus d'éoliennes, d'énergie renouvelable, etc. Je pense que la réponse est assez simple, et c'est pour ça que c'est absolument fondamental que les banques, dès aujourd'hui, réorientent leurs investissements. Le souci, c'est que là, on a parlé avant de l'empreinte carbone telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc ça se trouve, les banques, elles ont toutes dit « Ah ben non, à partir d'aujourd'hui, on va tous et toutes réorienter nos investissements vers des projets verts. On ne va plus financer les énergies fossiles, on va financer les projets verts. » Malheureusement, sinon je ne serais pas là, ce n'est pas le cas. Il y a des élèves positifs et des élèves... il y a des bons élèves et des mauvais élèves, on va le voir après. Mais globalement, en fait, on a dit que le but, c'est de respecter un scénario de réchauffement à 1,5 degré. Et là, dans la situation actuelle, des banques comme BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, elles nous emmènent plutôt à un scénario de réchauffement à 1,5 degré. À 4 ou 5 degrés, pardon. Donc bien loin de l'objectif de 1,5 degré. Donc c'est absolument catastrophique. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, ces banques-là, elles continuent de financer et d'injecter, comme on l'a dit avant, des milliards d'euros dans des entreprises qui vont ouvrir des nouveaux projets de pétrole et de gaz ou dans des entreprises qui continuent d'augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc il n'y a aucune de ces banques-là qui a un engagement de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on entend partout, oui, l'État doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a eu la COP, là, il n'y a pas longtemps. Oui, les citoyens doivent faire des efforts, doivent moins prendre la voiture, devenir végétariens, etc. Mais les grandes entreprises, elles, peuvent continuer à émettre du CO2. Pourtant, ce sont elles qui sont plus responsables du changement climatique. Et c'est elles qui ont le plus de pouvoir aussi de transformer l'économie et de financer le monde de demain. Un petit panorama des banques françaises. En fait, il y a 6 grosses banques françaises systémiques. C'est facile à retenir.
Bon, c'est un peu technique tout ça, hein. Je vais pas tout détailler, mais vous aurez le PowerPoint. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, en fait, on voit très clairement que Banque Populaire, Caisse d'épargne, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole, ce sont les mauvais élèves. Mauvais élèves. Les bons élèves qui font vraiment une transition et qui avancent, c'est Crédit Mutuel et la Banque Postale. En priorité, la Banque Postale, parce que la Banque Postale, en fait, elle a dit, à partir de maintenant, elle ne finance plus d'entreprises qui ouvrent des nouveaux projets de pétrole et de gaz. La Banque Postale et de charbon aussi. Et surtout, c'est important, quand, par exemple, c'est un peu compliqué en termes économiques, je suis Total et je veux emprunter à la Banque Postale. Vous avez des relations économiques l'un envers l'autre. C'est un peu compliqué de dire du jour au lendemain, bon, bah, je t'exclus, ciao. Du coup, la Banque Postale, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle dit, elle demande aux entreprises, et c'est ce qu'on demande, nous, Oxfam, aux banques en général, c'est que la Banque Postale, elle demande aux entreprises de dire, OK, on peut continuer à vous financer si vous nous donnez 2 garanties. 1, vous n'ouvrez plus de nouveaux champs de pétrole et de gaz. OK, ça vous l'avez compris, j'arrête pas de le répéter. Et 2, c'est d'avoir un plan de sortie progressif des énergies fossiles. C'est-à-dire que Total s'engage à dire, bon, bah, d'ici 2030, 2040, 2050, je vais réduire progressivement ma production de pétrole, de gaz, pour aller vers les renouvelables. Et donc, la Banque Postale, à l'heure actuelle, elle demande à tous ses clients d'avoir ça. Si un client n'a pas de plan de transition, il est jarté. Et c'est là où les acteurs bancaires ont un rôle fondamental à jouer dans la transition écologique de tout le système. Et c'est là le lien fondamental entre les banques et le climat, entre les banques et les entreprises qui vont s'engager dans la transition écologique. Et le Crédit Mutuel, ils sont plutôt en bonne voie. Ils avancent plus lentement que la Banque Postale, mais ils sont plutôt en bonne voie. Ils ont notamment exclu, bon, tout le charbon aussi, mais ils ont notamment exclu tout ce qui est financement de projet. Vous savez, on a parlé de plusieurs trucs. On a dit, ouais, bah, y a les financements de projet, il y a les prêts, et il y a l'aide à l'émission d'actions et d'obligations. En fait, tout ce qui est financement de projet, ils le font plus sur le pétrole et le gaz et le charbon, le Crédit Mutuel, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, il y a encore du progrès à faire, et c'est là où en fait c'est ce qu'on appelle du greenwashing. Vous savez ce que c'est le greenwashing ou pas? En gros, c'est faire de la communication pour dire « Ah ouais, regardez, cet ordinateur est vert ». Mais en réalité, dans les pratiques, il n'a rien de plus vert que les autres. Donc c'est juste de la communication. Et en fait, les banques, elles font beaucoup de communication pour dire « Ouais, on va être neutre en carbone en 2050. Ouais, on a fait plein de plans verts, on a des plans climatiques, etc. » Mais c'est beaucoup de communication. Oui, votre épargne est verte, mais c'est beaucoup de communication. Et derrière, en fait, il y a peu de choses qui sont vraiment mises en place. À part pour certaines banques. Donc la Banque Postale, exemplaire. Le Crédit Mutuel, ça avance. Et en fait, les autres banques, elles sont très filoutes. Parce que, pourquoi ? Oui, filoute. Parce que, en fait, elles vont dire les financements de projets, on va arrêter de faire des financements de projets au pétrole, au gaz et au charbon. OK ? Donc, ça veut dire que si Total fait un nouveau puits de gaz de schiste à Atlanta, Texas, elle va dire ah non, on finance plus ça. Mais elles n'ont pas exclu ce qu'on appelle les prêts bilatéraux. Donc, ça veut dire que BNP peut continuer à faire un prêt à Total. Donc en fait, ça ne change rien. Elles vont dire non, non, on ne va plus faire de financement de projet de ça, donc c'est de la com. Mais en fait, derrière, elles peuvent très bien faire un prêt général à Total. C'est hyper technique et on ne le voit pas, mais du coup, ça fait vraiment partie des choses où en fait, elles vont faire de la communication dessus et derrière, ça ne va pas vraiment bouger. Là où la Banque Postale, elle, a dit tous les outils de financement, prêt, underwriting et financement de projet, on arrête et on ne le fait plus. Bon, ça, c'est à peu près le panorama global. Là, on va revenir un peu plus à nous, à notre argent à nous, parce que les banques, en fait, elles gèrent notre argent. Vous avez tous un compte bancaire, on est d'accord. Normalement, quasiment tout le monde a un compte bancaire. Et c'est là où ça devient intéressant. Lui, il a dit tout à l'heure, ah ouais, par rapport à la transition écologique, en fait, bah, on entend beaucoup dire, mangez moins de viande, prenez moins l'avion, attention à ce que vous consommez. Et c'est des gestes hyper importants. Mais on ne pense pas du tout à, tiens, notre argent, il peut émettre du CO2. Mais pourtant, comme on a dit, bah, on a de l'argent en banque, mais la banque, elle finance des projets polluants. Avec quoi ? Avec notre argent. Et donc, en fait, notre épargne a des émissions de gaz à effet de serre. C'est logique. C'est pas intuitif, mais normalement, par rapport à ce que je l'ai dit avant, c'est logique. Il y a deux choses. Il y a compte courant et compte épargne. Compte courant, c'est bah, votre compte classique, quoi. Et il y a votre compte épargne. Votre compte épargne, ça va être soit un livret A, soit une assurance vie. Bon, je pense que
à votre âge, il y a peu de gens qui ont des assurances vie, mais on pourra en parler après. Mais en gros, c'est surtout voilà, la partie livret et assurance vie. On en reparlera après. Et compte courant. En fait, globalement, si on prend les deux, si on mélange épargne et assurance vie, l'épargne qu'on a, l'argent qu'on a en banque, ça va être un de nos premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre. À nouveau, ce n'est pas intuitif, mais quand on prend l'empreinte moyenne de consommation d'un Français, donc Louis, il en a parlé tout à l'heure, c'est environ 8 tonnes. Donc ça veut dire quand on prend l'avion, la voiture, quand on mange de la viande, etc., ça émet du CO2. On a tous des actes de consommation comme ça. Quand on achète un frigo, quand on achète un ordinateur, quand on achète un téléphone, quand on va sur Internet. Tout ça, en moyenne, un Français par an, c'est 8 tonnes. Et l'objectif pour respecter le scénario de 1,5 degré, dont on n'arrête pas de parler, c'est, comme l'a dit Louis, 2 tonnes. Donc il faut qu'on arrive en 2030 à 2 tonnes. Mais on ne pense pas forcément à l'empreinte carbone de notre argent. Sauf que, sans qu'on le sache, en fait, notre argent qu'on a en banque, il va aller financer du gaz de schiste aux États-Unis. Il va aller financer de la déforestation au Brésil. Parce que là, oui, je me suis pas mal focalisé sur les énergies fossiles, mais on a aussi un gros problème, c'est que les banques françaises, elles continuent, par exemple, à financer la déforestation au Brésil, notamment. Donc, vous avez dû entendre parler du fait que la forêt amazonienne brûle, etc., qu'il y a un problème de déforestation. Notamment, c'est un problème parce qu'à la fois, ça contribue au risque de feux de forêt, donc à l'émission de CO2, mais aussi parce que, en fait, les arbres sont des capteurs de carbone, et donc on a besoin des arbres parce qu'ils absorbent le CO2, et donc ils permettent un équilibre. Sauf que les banques françaises continuent massivement de financer des entreprises qui contribuent à la déforestation. Et donc, sans qu'on le sache, notre argent va aller financer les énergies fossiles. Sans qu'on le sache, notre argent va aller financer la déforestation. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a dit avant, en fait. C'est que, par exemple, Crédit Agricole, on ne sait pas forcément. On se dit, une banque verte agricole, ça a l'air sympa. Mais en fait, quand on va mettre notre argent au Crédit Agricole, cet argent va être utilisé derrière pour aller financer dans le monde entier des projets. Et ce sont des banques mondiales qui vont aller financer des projets dans le monde entier. Et des entreprises et des multinationales dans le monde entier. Pour vous donner un petit ordre d'idée, 12 tonnes, par exemple, c'est si vous avez 20 000 euros à la BNP. Bon, je suis pas... Enfin, à l'heure actuelle, moi y compris, j'ai pas 20 000 euros en compte en banque, mais c'était juste pour vous donner un ordre d'idée. Par contre, voilà, quelques petits trucs pour vous donner des choses assez concrètes. Si vous avez 25 000 euros chez BNP Paribas, ça équivaut à 9 trajets aller-retour Paris-New York, d'émissions de gaz à effet de serre. Si vous avez 1 000 euros à la Banque Postale, qui est quand même une banque plutôt vertueuse de plus en plus sur la transition écologique, ça bouge. Ça émet quand même, ça équivaut à 2 trajets aller-retour Paris-Lyon en voiture. Si vous avez 5 000 euros, Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est 9 trajets en SUV Lille-Marseille. En bref, vous voyez l'idée, en fait, notre argent a un impact assez important. Si vous voulez savoir quel est l'impact de votre argent, on a fait une petite calculatrice en ligne. Ça prend vraiment littéralement 30 secondes. Et vous tapez Oxfam, calcule l'empreinte carbone de votre compte bancaire, un truc comme ça. De toute façon, vous aurez le lien après. Et vous pouvez choisir la banque dans laquelle vous êtes. Et vous mettez l'argent à peu près que vous avez en banque. Et ça vous dira combien vous émettez de CO2. Bon, maintenant, on a parlé surtout des 6 plus grosses banques françaises, avec la Banque Postale qui se détache quand même comme un bon élève, Crédit Mutuel qui est plutôt amélioratif. Est-ce que vous connaissez des banques éthiques? La Banque Postale, alors la Banque Postale, je ne dirais pas que c'est une banque éthique. Enfin, c'est une banque systémique, c'est une grosse banque, mais qui est effectivement de plus en plus engagée dans la transition écologique. Mais il y a d'autres banques qui sont des plus petites banques, mais qui sont vraiment des banques éthiques. C'est-à-dire que ce sont des banques qui ont pour vocation de dire on met 100% de notre argent pour un impact social et écologique. Ouais. Tu as été attentif. Alors, Helios, c'est une néobanque. C'est-à-dire que c'est une banque qui s'est créée il y a 3 ans, quelque chose comme ça, et qui garantit que votre épargne dans votre compte courant n'ira pas financer les énergies fossiles. Donc c'est effectivement il y a aussi Greengot qui a ce fonctionnement-là, mais c'est toute petite banque. Ils ont vraiment, à l'heure actuelle, ils doivent avoir 10 000 ou 15 000, 20 000 clients bancaires. Là où, à titre de comparaison, BNP Paribas, c'est 8 millions de clients bancaires juste en France, pour vous donner un peu une ordre d'idée. Il y en a
deux autres. Non, il y en a une autre. Tout à fait. Alors, il y en a deux autres. Pour les comptes épargne, je vais en parler après. Ouais. Pour les comptes courants, je vous le dis. Personne ne sait vraiment? Du coup, dans les comptes courants éthiques, il y a surtout Crédit Coopératif. Donc, la Banque Postale, ce n'est pas forcément éthique, mais c'est en bonne voie, donc, comme on l'a mentionné. Il y a le Crédit Coopératif, qui est une banque qui existe depuis 30 ans en France et qui a vraiment à vocation à financer que des projets à très fort impact social et environnemental. Ça, c'est pour le compte courant. Et pour l'épargne, il y a le Crédit Coopératif aussi et la NEF. C'est pareil, la NEF, c'est absolument merveilleux pour ça. Et la NEF ne fait que l'épargne, par contre. Ils ont des livrets aussi, un peu comme le livret A, si vous voulez. Donc, vous pouvez mettre votre argent, retirer votre argent. Par contre, à votre avis, c'est quoi le problème de ces banques-là? Pourquoi on ne va pas tous là-bas? Ce serait merveilleux. Sinon, tout le monde saurait que BNP, il finance les fossiles, donc on ne va pas à BNP. Pourquoi on ne va pas dans ces banques-là? Parce que personne ne connaît. Ouais, ok, c'est vrai. Non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai, mais il y a une autre raison aussi assez majeure. Vas-y. Elles sont plus faibles. Ça veut dire quoi, être plus faible? Portez-moi. Ouais, exactement. Ouais. Oui, bah ça rejoint ce que vous disiez. Vous avez raison, elles sont moins connues. Du coup, de fait, vous ne les connaissiez pas. Mais en fait, aussi, une des raisons principales, c'est que le rendement, c'est-à-dire quand vous allez déposer votre épargne là-bas, va être beaucoup plus faible. Donc, à la NEF, je crois que c'est 0,05%, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment très faible. Oui, voilà. C'est vraiment très faible. Donc, vous allez très peu gagner d'argent. Sauf qu'on est habitué dans les banques traditionnelles à mettre de l'argent et avoir des taux d'intérêt de 1 ou 2%. Que notre épargne rapporte 1 ou 2% d'intérêt. Et donc là, on tombe sur le débat de se dire, ah ben en fait, quand on investit dans les énergies fossiles, etc. et c'est pour ça que les banques continuent à le faire, ça rapporte de l'argent. Mais c'est au détriment du climat. Alors que si on finance les énergies renouvelables ou des forts projets à impact sociaux, ça rapporte moins d'argent. Et du coup, vous voulez faire quoi? Est-ce que vous privilégiez le fait que ça vous rapporte plus d'argent ou est-ce que vous voulez privilégier le fait que ça va avoir des impacts positifs sur l'environnement? Ça, c'est une question que je vous laisse. Mais c'est un problème global de la finance qui est de voir à court terme et de se dire qu'en fait, la finance va financer des projets qui sont rentables à court terme, mais qui vont avoir des impacts environnementaux à long terme catastrophiques. Et en fait, ce sur quoi on essaie de sensibiliser les décideurs politiques, etc., c'est de dire la transition écologique, elle ne va pas détruire des emplois, elle va sauver les emplois. C'est le coût de la transition écologique, le coût des investissements pour faire une transition sera toujours inférieur au coût de l'inaction. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent à court terme, mais si en 2030, 2040, 2050, la planète est invivable, qu'il y a des feux de forêt partout, qu'on n'a plus de ressources pour pouvoir produire, etc., ça ne sert à rien de continuer dans ce modèle d'activité. Donc, ce dont on a besoin, c'est qu'on a besoin de transitionner avec un modèle économique qui est toujours là, mais avec beaucoup moins d'énergie fossile et en réduisant notre consommation d'énergie globalement. Alors, revenons à nos moutons. Il y a Vous connaissez des livrets ou pas? Les livrets un peu connus. Livret de développement durable et solidaire. Livret de développement durable et solidaire. Ça a l'air bien ça, non? Vous en pensez quoi? On va mettre notre argent là-bas? Ouais. Est-ce que vous me voyez venir ou pas? Non, En gros, bon, c'est un peu complexe, le livret de développement durable et solidaire. Je vais passer à un autre truc après, mais
En gros, il y a une partie qui est gérée par la Caisse des dépôts, c'est une espèce de banque publique, enfin c'est une banque publique, la Caisse des dépôts, mais vous ne pouvez pas avoir de compte courant, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais c'est une banque de l'État si vous voulez, et les banques traditionnelles. Et après, il y a une partie qui va aller sur les logements sociaux, par exemple, des prêts directs, donc ça c'est plutôt positif, des actifs financiers, des prêts au paiement, etc. En fait, c'est un peu complexe tout ça, mais pour faire court, le livret de développement durable et solidaire, il n'y a que 12 à 21% de ce livret qui va vraiment à la transition écologique et sociale. Donc c'est ce qu'on appelle du... Ouais, merci. C'est ce qu'on appelle du greenwashing. Et en fait, le gros souci, donc ça c'est une étude qui a été faite par Rift, je vous en parlerai après, en fait, le souci, c'est que du coup, on a des livrets comme ça qui sont appelés développement durable et solidaire, qui sont des livrets réglementés. En gros, un livret réglementé, c'est un livret qui est dicté par l'État. C'est-à-dire que l'État, il va dire, toutes les banques peuvent mettre en place ce livret, peuvent offrir ce livret, mais l'État va décider où va aller l'argent des épargnants. Donc, peu importe, vous pouvez avoir un livret développement durable et solidaire à la BNP, au Crédit Agricole, à la Société Générale, mais c'est l'État qui va dire derrière, bon, bah, par contre, cet argent, il doit aller à un endroit ou à un autre. C'est dommage parce qu'un livret développement durable, c'est une bonne idée pour se dire, bon, bah, si les épargnants veulent mettre leur argent au service de la transition écologique, on peut aller mettre l'argent là-bas. Mais malheureusement, bon, c'est hyper complexe, vous voyez derrière où va l'argent, etc. Et en fait, on se retrouve finalement à ce que moins de 1/5 de l'argent se retrouve dans des projets à véritable impact social et environnemental. Et notamment, le problème, c'est qu'en fait, la Caisse des dépôts, ils font des trucs très bien, parce que la Caisse des dépôts, c'est eux qui financent par exemple les logements sociaux, etc. Ils font beaucoup de prêts pour les logements sociaux, donc ils recueillent aussi une partie de l'argent du livret A. Mais la Caisse des dépôts, ils ont aussi un rôle d'investisseur. Et donc la Caisse des dépôts, c'est énorme, c'est quasiment aussi gros que la BNP Paribas, pour vous donner un ordre d'idée. C'est français, c'est sous le contrôle de l'État français. Sauf qu'ils ont aussi un rôle d'investisseur, parce qu'ils amassent beaucoup d'argent avec ces livrets-là. Et en fait, derrière, ils vont faire fructifier cet argent sur les marchés financiers. Donc c'est la fameuse logique de court terme de rémunération. Malheureusement, eux, par exemple, ils ne sont pas aussi exigeants que la Banque Postale. Ils vont continuer à investir dans Total, dans Exxon, dans BP, dans Shell, etc. Ils vont continuer à investir dans des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles. Alors que c'est une politique, alors que c'est une banque sous la tutelle de l'État. Donc, c'est assez problématique. Donc, nous, on essaie de mettre la pression pour dire, bah, montrez l'exemple et n'investissez pas votre argent là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve qu'avec, en gros, pour faire l'histoire courte, c'est comme ça qu'on se retrouve qu'avec 21% des fonds pour la transition écologique. Et enfin, il y a un autre truc, c'est la fameuse assurance vie. L'assurance vie, c'est que votre argent, en gros, vous allez voir votre conseiller Crédit Agricole ou BNP, peu importe, il va vous dire oui, bon, je sais pas, j'ai hérité de 10 000 € de ma grand-mère, j'aimerais qu'il y ait des rendements dessus et l'investir sur les marchés. Et en fait, on va se retrouver dans une situation où cet argent, votre argent à vous, va être géré par la filiale de gestion d'actifs dont on a parlé tout à l'heure. Et en fait, cette filiale, elle va jouer avec votre argent sur les marchés financiers et elle va acheter des actions et des obligations d'entreprise sur les marchés financiers, dans le but que ça rapporte et qu'elle puisse vous reverser des taux d'intérêt. En fait, c'est comme un supermarché, si vous voulez. Il y a tout. Il y a des produits bio, il y a des produits pas bio. Et en gros, on peut très bien acheter des actions et des obligations d'entreprises fossiles, du pétrole, du gaz, qui ne sont pas du tout engagées dans la transition, et des entreprises qui sont plutôt alignées avec la transition. Et pour cela, il y a des labels qui existent. Et les labels qui existent, c'est-à-dire que vous pouvez demander à votre conseiller bancaire de vous dire « Ah, il va où mon argent dans l'assurance vie, vous l'investissez où ?» Moi, je veux que mon argent soit pro-transition, bio, quoi. Et du coup, il y a ces deux labels-là. Donc, si jamais vous avez une assurance vie un jour où vous en avez déjà une et que vous voulez que votre argent finance la transition écologique et sociale, vous pouvez demander le label Finansol, c'est un label solidaire, ou le label Greenfin. Le label Greenfin, c'est un peu comme le label agriculture biologique, il est délivré par le ministère de la transition écologique. Et les deux garantissent que votre argent, le label Finansol, il garantit vraiment que ça ira vers des projets solidaires, et le label Greenfin vraiment vers des projets à fort impact environnemental, sans financer les énergies fossiles, par exemple.
Mais attention, il y a toujours du greenwashing. Et donc, il y a ce label-là qui s'appelle le label ISR. C'est le label investissement socialement responsable. Très joli nom pour du greenwashing, parce que malheureusement, on retrouve dans 20% des fonds du label ISR des entreprises. Dans les fonds du label ISR, pardon, on retrouve 20% d'entreprises qui sont soit Total, soit BNP. Donc, des entreprises qui développent les fossiles. Donc, ça n'exclut pas du tout les énergies fossiles. Donc, on se dit, ouh, socialement responsable, ça a l'air sympa, mais non, pas du tout. En gros, si vous voulez, le label ISR, c'est un peu comme le Coca-Cola Zéro dans un McDo, tu vois. Enfin, c'est un peu ça, le délire. Donc, pour faire un petit résumé de où on en est, pour vous engager, vous pouvez, pour agir, si vous voulez, à votre échelle, vous pouvez faire appel à votre rôle de consommateur. Donc, vous pouvez calculer votre empreinte carbone, déjà, si vous voulez. Il y a notre calculateur en ligne dont je vous ai parlé. Il y a aussi l'application Rift. C'est une application mobile dont je vous parlerai tout à l'heure. En gros, c'est un peu le Yuka de la finance. Vous connaissez tous Yuka, je pense. C'est pareil, ça vous permet de savoir où va votre argent en banque. C'est gratuit sur votre portable. Vous pouvez taper RIFT. Ensuite, je vous conseille, si vous voulez agir, c'est de déplacer votre épargne en priorité. C'est-à-dire que le but, ça va être de déplacer l'épargne parce que c'est ça qui va lier directement être investi dans des entreprises comme Total, etc., dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Après, il y a, si vous voulez aller plus loin, changer de banque et donc aller plutôt, donc changer votre concurrent, aller dans une banque plus éthique dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi un autre rôle que vous pouvez jouer, c'est pas forcément qu'un rôle de consommateur, c'est un rôle aussi de citoyen. Vous, mais au-delà de ça, prenons quelqu'un qui veut faire un emprunt, quelqu'un qui a travaillé pendant 10-15 ans, qui va faire le premier emprunt de sa vie pour acheter la maison de ses rêves ou l'appartement de ses rêves. Sauf que, comme on a dit tout à l'heure, les taux d'intérêt à la BNP ou Société Générale, ils vont être plus intéressants qu'au Crédit Coopératif ou à la Nef. C'est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui a peut-être besoin à l'heure actuelle de se dire « Ah bah attendez, moi je ne peux pas payer des taux d'intérêt à 3%, je peux payer que des taux d'intérêt à 1%. Enfin, c'est un rêve pour moi de pouvoir acheter mon premier bien immobilier, etc. » Ça va être difficile pour cette personne-là d'être exemplaire d'un point de vue de consommation et elle va devoir faire un choix. C'est pour ça que tout ne repose pas sur le consommateur. Il y a aussi une attitude derrière où on peut se dire « Bon, bah, si je ne peux pas avoir un rôle en tant que citoyen et agir avec mon argent, ce qui est aussi souvent le cas quand on est étudiant parce qu'on est assez limité dans notre budget financier, on peut avoir aussi un rôle de citoyen. » Alors, un rôle de citoyen, tout simplement, d'être actif dans la société pour essayer de faire bouger les choses. Et moi, c'est un peu mon travail, puisque la devise d'Oxfam, c'est mobiliser les citoyens contre la pauvreté. Et pour cela, c'est là où je vais vous demander un peu plus d'être actif. En gros, le but, c'est pas que de changer de banque. Le but, c'est de changer les banques. Si on veut vraiment transformer l'économie, si on veut vraiment transitionner, réorienter tous les flux financiers vers la transition écologique et sociale. On l'a dit tout à l'heure, il y a 8 millions de clients BNP, contrairement à 10 000 clients dans une banque éthique. Enfin, on va pas, si c'est très peu probable qu'il y ait 10 millions de personnes qui se réorientent vers les banques éthiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissiez pas, etc. Donc, le but, c'est vraiment de réguler les banques. C'est que les banques, toutes les banques, changent leurs pratiques. C'est bien d'avoir des actes de consommation, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut absolument qu'on puisse changer les banques.